qui vont découvrir un petit peu déjà le JDR. Ben, là, tu en as parlé, tu es dans la musique, mais peut-être, est-ce que tu peux nous dire justement depuis combien de temps tu fais du jeu de rôle? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à faire du jeu de rôle et peut-être un petit peu plus sur toi? Alors, le jeu de rôle, j'ai commencé, enfin, si on peut appeler ça du jeu de rôle, c'était les livres dont vous êtes le héros. Le héros. J'ai commencé ça quand j'étais adolescent. Enfin, début de l'adolescence, fin de l'enfance, début de l'adolescence, il y en avait un qui m'avait marqué, c'était sur le mythe arthurien. Je ne l'ai plus malheureusement, mais par contre j'ai récupéré les Sherlock Holmes, et ça je suis très content. Mais il m'avait vraiment marqué, j'ai adoré l'ambiance sombre. Mon père forcément m'a un peu amené là-dedans. Mon père étant ingénieur du son et complètement farfelu aussi, donc voilà, c'est une tradition familiale. Et il m'a un peu poussé là-dedans. Puis à l'adolescence, j'ai rencontré des amis qui jouaient à Vampire la Mascarade. Et je me suis dit, ah tiens, j'ai envie d'essayer, ça m'intéresse bien. Et finalement, je suis tombé accro. Puis je suis parti sur In Nomine Satanis Magna Verita. Et du Cthulhu, évidemment. Et puis à un moment, j'ai dû un petit peu arrêter. Parce que bon, bah voilà, quand on sort de l'école, etc., faut qu'on trouve un rythme dans la vie. J'ai arrêté le jeu à ce moment-là. Et puis après, il y a un mec qui s'appelle Fabio. S'il m'entend, j'aimerais bien lui dire que tout ça est à cause de lui, mais c'est aussi grâce à lui. Il m'a soutenu pendant des années. Il me soutient toujours. Il est incroyable pour ça. Mais il m'a dit, tiens, ce que tu fais, c'est bien. Il faudrait que tu en fasses un jeu de rôle. Et puis l'idée a germé. Et puis je me suis dit, tiens, et ben voilà. Ben, c'est cool. Alors, je rebondis juste sur ce que tu disais là. Tu jouais à Vampire la Mascarade, c'est ça? Ouais, vive Et les gangrels. tu jouais quoi? Gangrel. Ah, j'allais te demander si tu jouais Nosfé, mais Ah non, non, les gangrels. C'est ma tribu de cœur, quoi. ok. Alors, donc là, on est là pour parler justement du jeu de rôle The Night Stalker. Donc, je te propose de nous présenter un petit peu plus le jeu justement avec l'univers. C'est quoi un petit peu l'univers concret du jeu? Bon, évidemment, je me doute qu'on n'est pas comme dans Warhammer 40 000 dans l'espace ou on n'est pas dans un JDR de KPDP, mais est-ce que tu peux un peu plus nous poser justement l'univers dans lequel ça se déroule? Alors, je suis un grand, grand fan de comics, mais vraiment, vraiment très, très grand fan. Et en particulier de Batman, de Hellblazer, de The Darkness, enfin voilà, tout ce genre-là. Et forcément, c'est urbain. L'ambiance est très urbaine, contemporaine. Ça se passe dans une grande ville qui s'appelle Natural City, qui est une ville fictive. Et j'ai vraiment eu envie que un peu comme dans Batman, justement, que la ville ait une identité et soit un personnage à part entière. Et donc, j'ai vraiment accentué. Tout se passe dans la même ville. Et derrière les murs, il y a une guerre millénaire entre les anges et les démons pour les âmes humaines. Les humains ne le savent absolument pas. Et forcément, les choses ont commencé à dégringoler, on le voit bien. L'économie ne va pas bien, le social ne va pas bien. On comprend bien que Lucifer est en train de gagner en influence, et un ange qui est au paradis n'en peut plus de voir ça et décide d'abandonner sa grâce et de venir sur Terre pour faire quelque chose. Parce que pour lui, on ne peut plus laisser les choses aller ainsi. Et il ne sait pas quoi faire, il va découvrir en arrivant sur Terre, et il va comprendre que l'humain, ce qui est le plus important dans le jeu de rôle et dans tout cet univers-là, c'est que l'humain n'est pas tout blanc ou tout noir, l'humain est teinté de gris. Et ça, pour l'ange, c'est un truc qui est difficile à comprendre. Et dans les romans, je l'explique vraiment bien, je mets en avant le libre arbitre. Vraiment le libre arbitre. Et dans le jeu de rôle, dans les scénarios, j'aime bien donner ce côté où c'est pas toujours des bonnes fins, c'est pas toujours des bonnes conclusions, et pourtant c'en est une. Et il n'y a pas toujours de bons choix. Il y a des choix à faire. Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. C'est juste des choix qu'on doit faire en fonction de notre âme et conscience. Hi. Alors, c'est intéressant, je me permets de rebondir, hein. C'est intéressant ce que tu disais, puisque tu commences en disant que tu es fan de comics et en décrivant un petit peu l'histoire du JDR, ça me fait effectivement penser à du Hellblazer. Ah, évidemment, évidemment. Il
Il n'y a rien à faire, on est influencé par ce qu'on regarde, par toute la culture qu'on absorbe d'une certaine manière. Et je ne renie pas, par exemple, pour le personnage, il porte un imperméable. C'est un gros hommage à The Crow, qui est un comics qui a marqué mon adolescence. Le film, n'en parlons pas, je crois que j'ai usé le DVD à force de le voir. Mhm. Et j'ai réussi à jouer une fois sur scène l'intro à la guitare du Inferno, son fameux solo quand il pète sa guitare, sauf que moi je pète pas ma basse à la fin, hein, mais je tiens trop à mon instrument. Mais tout ça a nourri mon imaginaire, il n'y a rien à faire. Comme c'est un truc très fou à dire aussi, je suis un grand fan des films d'exploitation. Vraiment toute la période années 80, années 90, avec des films complètement pétés du bulbe, mais qui étaient super. Je cite par exemple Harley Davidson et Marlboro Man, qui pour moi reste un film juste incroyable. Et toute la saga, si quelqu'un l'a vu ou quelqu'un ne l'a pas vu et veut découvrir un chouette film sur les anges, je conseille la trilogie de la prophétie, The Prophecy, avec Christopher Walken, qui est juste incroyable en Archange Gabriel. Mais il y a toujours cette ambiance un peu rétro-néon qui est là. Et d'ailleurs, j'ai sorti en septembre le premier roman annexe à l'univers. Donc on ne parle plus du Night Stalker, mais c'est un autre personnage qui évolue dans le même univers. Et là, on est vraiment dans l'ambiance rétro-wave, où le mec, c'est un chasseur de démons drogué, qui est accompagné par le fantôme d'une jeune fille qu'il n'a pas pu sauver. Et il est avec une Ford Mustang Shelby GT 500 1967, quoi. Mhm. On est d'accord que The Night Stalker, dans ce JDR, c'est au final cet ange qui descend, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Alors, ben là, on a parlé un petit peu de l'univers du jeu de rôle. Donc, on voit effectivement vers quoi ça s'oriente. Mais qui dit jeu de rôle dit forcément système de jeu. Alors, comment ça se passe pour fonctionner? Est-ce que tu es sur des 10, des D20? C'est quoi le système que tu as mis en place? Alors, on utilise le système FU, donc c'est avec des D6, et on prend toujours une table de conversion. Pour décrire une action, pour voir si l'action réussit ou rate, on pose une question fermée. Est-ce que ça marche, oui ou non? Et à chaque fois, le résultat du D6 va être une déclinaison de oui ou du non. Par exemple, le 1, c'est non et, donc c'est un échec critique. Ça rate et il se passe quelque chose de mauvais. Le 2, c'est non, donc ça rate tout simplement. Le 3, c'est non, mais l'action rate, mais il se passe quelque chose de bénéfique. Le 4, c'est oui, mais, donc ça rate, mais il y a un effet négatif. Le 5, c'est oui, et le 6, c'est oui et. Et en fonction de la fiche personnage, des bonus et des malus, on compte le nombre de dés et on prend toujours soit le résultat le plus haut si on est en bonus, ou le résultat le plus bas quand on est en malus. En plus de ça, on a rajouté une mécanique d'adrénaline qui correspond un peu au mouvement épique, si je puis dire, parce que dans le roman et dans le comics, le personnage a une faculté lorsqu'il est vraiment au moment de mourir, un peu comme les Chevaliers du Zodiaque, hein, juste quand il arrive au moment de mourir, il a toujours une montée d'adrénaline qui l'aide à sortir de la situation. On a voulu rendre ça en jeu de rôle et donc les joueurs commencent avec des jetons adrénaline qu'ils pourront utiliser durant la partie pour augmenter le résultat d'un dé ou lancer un dé supplémentaire. Selon leur choix, ils doivent le déclarer avant de les lancer de dés. Et ça permet d'avoir des moments de tension, vraiment des moments de tension, parce que l'adrénaline est en quantité limitée et les joueurs, bah, voilà. Et surtout, quand on a utilisé de l'adrénaline, bah, il y a la chute d'adrénaline après et il y a des malus qui vont avec, quoi. Mhm. Alors, c'est intéressant. Au niveau du système de jeu, c'est quelque chose que tu avais pu expérimenter dans d'autres JDR? C'est quelque chose que tu avais testé toi-même? C'est quoi qui t'a donné envie, l'idée en fait d'utiliser ce système justement? Alors, à la base, j'avais créé une mécanique avec des jets de dés, mais le problème, à mon avis, hein, c'est à mon sens, donc ça reste un avis personnel, hein, on est bien d'accord. Le système avait un gros problème, et c'est pour ça que je n'aime pas les systèmes de calcul et de ratio, c'est que ça casse la narration. Il y a toujours un moment où ça brise un peu le rythme, et j'avais envie d'un système narratif. Et mon éditeur m'a dit, bah voilà, j'ai sorti un jeu de rôle, enfin plusieurs jeux de rôle avec le système FU, on va l'essayer. Et finalement, ça a vraiment bien matché avec ce que je voulais donner comme direction au jeu.
parce que ça reste du narratif. Et on raconte une histoire et on participe à une histoire. Et ce ne sont pas vraiment les actions et les statistiques qui font que, mais ce sont les choix qui sont mis en avant. C'est surtout ça l'important, c'est vraiment le, que le joueur puisse s'en prendre à lui-même s'il fait un mauvais choix et pas juste se dire, bah voilà, j'ai raté à cause d'un lancer de dés ou d'une stat qui n'était pas au bon endroit. Non, il y a aussi le côté, je prends sur moi de prendre cette décision-là. Mmh. Alors c'est intéressant que tu parles de narration et autres. C'est quoi justement, parce qu'il y a certains, jeux de rôle qui sont très, lancers de dés, donc c'est-à-dire en fait, tu dis des actions, tu lances des dés et en fait le MJ va vraiment, suivre un petit peu ça. Il y en a qui sont beaucoup plus dans le roleplay. C'est quoi un petit peu l'équilibrage entre roleplay et lancer de dés dans The Night Stalker? Les lancers de dés, on les fait vraiment pour ils sont ils reviennent ponctuellement pour réaccrocher ce côté jeu de rôle, enfin jeu tout simplement. Mais le roleplay a une place vraiment hyper importante. On a fait une partie de la campagne, donc quand on a fait le playtest de la campagne, il y a des parties où enfin il y a des moments de jeu, pas des, j'allais dire des parties de jeu, mais ça reste oui des parties de jeu, mais voilà des moments dans la campagne où on a fait que du roleplay parce que c'était vraiment des questions de choix, de direction à prendre. Certes, pour les combats, bah, ça met de la tension de rajouter des lancers de dés. Tout est une question de ponctuation et de le mettre au bon moment pour donner ce côté aléatoire. Mais le but du jeu pour les maîtres de jeu, c'est pas de casser ses joueurs, c'est de les faire avancer, de vivre un récit tous ensemble. Mmh. Alors, ben, tu parles de joueurs, donc on est dans un jeu de rôle, on a forcément, des personnages qui sont, présents. Donc tu nous parlais d'humains, de démons, et d'anges. C'est quoi un petit peu la gamme de personnages, qu'on peut se créer? Est-ce que justement le personnage du Night Stalker, c'est un personnage qui est jouable ou c'est plus un PNJ qui nous accompagne? C'est quoi les personnages qu'on retrouve? Alors, le Night Stalker, juste pour la petite anecdote, hein, tout ce que j'ai fait au niveau artistique a toujours tourné autour de lui. Mais toujours, toujours, que ce soit les groupes, que ce soit le comics, que ce soit le roman, enfin, que ce soit tout, ça tournait autour de lui. Et quand on a fait le jeu de rôle, il y a quelque chose que j'ai vraiment pas bien vécu. C'est très bête, hein, ce que je vais dire, mais ça tournait plus autour de lui, ça tournait autour de l'univers. Et lui n'était qu'un bout de cet univers-là. C'était pas l'élément central. Et quand on a commencé à travailler dessus, bah, ça pouvait être qu'un PNJ, vu que c'est un personnage relativement puissant, et il est plutôt considéré comme comment est-ce que je veux dire ça, un genre de guide, de guide pour les joueurs. Il va revenir à plusieurs reprises. Par exemple, dans la campagne, il est perpétuellement là. Il va guider les joueurs, il va leur donner des compétences. C'est ça aussi qui est important. Mais il est accompagné, bien sûr, d'un autre personnage super important qui est Miss Ombrelle, qui est une humaine qui a des pouvoirs. On a des anges qui interviennent, l'archange Gabriel, ce genre de personnage-là. Et bien sûr, on a des démons qui se pointent, forcément, qui sont dedans et c'est pas hyper cool. Et par contre, on a rajouté bah, les Néphilim qui sont les bâtards entre les anges et les êtres humains ou les démons et les êtres humains. L'avantage des Néphilim, ça permet d'aborder des sujets graves comme le racisme, mais par le biais du fantastique. C'était vraiment aussi ce que j'avais envie de faire, c'est aussi par le biais des scénarios, de parler de choses qui sont importantes, enfin d'avoir un message un peu aussi derrière, pas juste avoir une piste de réflexion. L'avantage du fantastique, c'est qu'on n'y est pas confronté directement. Il y a un genre de filtre qui permet un peu de, de prendre ce qu'on a envie de prendre, tout simplement. Ça va, je suis clair dans ce que je dis ou Oui, oui. Pourquoi tu te trouves pas clair? J'ai peur de me perdre dans mes propos. J'ai l'impression d'être sur le bon bout, mais j'ai eu peur de me perdre dans le propos parce que c'est des propos qui sont, enfin, c'est pas facile à aborder, hein. Mais voilà, j'avais vraiment envie que le jeu se dépasse aussi en tant que tel et que les scénarios se dépassent aussi. Apporter quelque chose qui est un peu, pas dire moralisateur parce que c'est un peu pompeux de dire ça, mais pouvoir donner autre chose, avoir un second niveau de lecture pour certaines choses. Et j'aime beaucoup jouer là-dessus
Par exemple, il y a les démons renégats, qui sont des personnages que les joueurs peuvent jouer, qui sont des démons qui ont abandonné leur allégeance à Lucifer. Pour eux, le statu quo sur Terre, ça leur va très très bien. Et ils veulent conserver le statu quo, parce que le paradis ou l'enfer gagne, eux, ils sont perdants de toute manière. Mhm. Et ils subissent beaucoup de discrimination, et c'est vraiment très agréable de voir en partie des joueurs qui se mettent dedans avec ça. J'ai eu une partie où on avait un personnage qui s'appelait John Smith, qui est un personnage prétiré du jeu, qui est un démon qui habite le corps d'un humain, mais avec le temps, il a commencé à bien s'entendre avec l'humain. Et c'est un peu son ami imaginaire dans sa tête. Et il y a une relation qui est très importante dans ces personnages-là, c'est symbiotique. Et de l'autre côté, on avait un prêtre sombre qui est une faction que les joueurs peuvent prendre aussi dans le jeu. Et le prêtre sombre, pendant toute la partie, n'a pas arrêté de harceler le personnage de John Smith en lui disant: «Je peux t'exorciser quand je veux». Et l'air de rien, ça met des pressions. Et c'est là qu'on voit vraiment ce côté un peu abus. Et je trouve ça très intéressant, quoi. Au-delà Mais de l'humour, hein, parce que ça apporte de l'humour et une bonne cohésion de groupe, mais l'air de rien, dans les personnages, il y a toujours ces extrêmes, et c'est intéressant de voir ça. le démon, il est dans le corps d'un humain mais l'humain, il est toujours là ou il est plus là et le démon, il contrôle tout ou? Le démon contrôle, mais par contre, l'humain, bah, il doit être quelque part, sa conscience doit être quelque Ouais, part, et finalement, ils ont réussi à s'entendre, ces deux-là. OK. Mais c'est le joueur qui a décidé ça ou c'est le personnage qui est comme ça en lui-même? C'est le personnage qui est comme ça en lui-même. Et du coup, ce démon-là n'a pas envie de décevoir l'humain qui l'habite, parce qu'il y a une relation qui s'est établie entre eux deux. Et les personnages sont assez. J'aime encore bien les prétirer pour ça. Ils sont vraiment complexes. Ils apportent quelque chose de plus que simplement une caricature. Mmh. Bah, ouais, c'est intéressant ça, il faudra découvrir ce jeu de rôle. Ça m'intéresse. C'est cool, ça fait plaisir. Et donc, je vais vite finir sur les personnages. Ouais. Il y a, parce que je me suis complètement perdu dans le propos. Tu vois, je te l'avais dit, ça va arriver. Ça va arriver plein de fois, ne te tracasse pas. Je suis comme ça de nature. On peut jouer des anges qui sont incarnés et qui viennent sur Terre à la demande bah, d'en haut. On a des êtres humains qui ont des pouvoirs, qui peuvent voir les auras. Par exemple, on a Mitch Gerson, qui est un genre de baron samedi, qui est un être humain bah, qui a des pouvoirs surnaturels. On a les Néphilim, évidemment. On a les démons renégats. On a les prêtres sombres, qui sont hyper intéressants. C'est une faction spéciale du Vatican qui, les humains ne sont pas forcément niés dans tout. Et le Vatican chasse les démons depuis longtemps. Et cette faction-là, c'est un peu la faction extrémiste. Et j'aimais bien justement mettre en avant le fait que comment est-ce que je vais formuler ça? Les humains n'ont pas toujours le choix. Quand un ange affronte un démon, il y a il y a un certain équilibre des forces. Les êtres humains n'ont pas forcément cette possibilité-là. Et donc, ils doivent se comporter de façon extrême parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Si jamais ils sont trop tendres avec un démon, ça risque de leur tomber dessus. Et c'est intéressant de voir aussi c'est- comment dire, les combats de point de vue. On a eu dans la campagne un moment où les joueurs se sont engueulés pendant 30 minutes sur quoi faire avec un PNJ. Parce que ils ne savaient vraiment pas quoi faire de lui. Tout le jeu repose un peu comme sur Vampire la Mascarade, sur le secret, le fait qu'on doit conserver le secret. C'est justifié par le fait que si les humains apprennent qu'il y a un enfer, ils vont tout faire pour ne pas y aller. Et le fait de savoir qu'il y a un paradis, finalement, ils savent, ils ne croient pas. Et la différence est vraiment très très importante. Et donc le secret est hyper important. Et là, on était vraiment
dans une situation, une impasse où il y avait un personnage qui était au courant du secret et ils ne pouvaient pas le laisser en vie. Mais que faire? Ils ne peuvent pas tuer un être humain comme ça sommairement. Et ça a été mais incroyable. 30 minutes, je j'ai même pas parlé. Enfin, en tant que maître de jeu, j'ai rien dit. Je les ai laissés faire. Et la situation s'est clôturée par un des joueurs qui est arrivé et il en avait marre de discuter. Il a pris son arme et il a tiré dans la tête de l'humain. Et là, mais ça a mis un froid dans toute l'équipe, c'était incroyable. Et juste pour ces moments-là, c'est hyper intéressant, l'affrontement des points de vue. Bah, alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive dans beaucoup de jeux de rôle, où des fois on a des situations où, bon, moi personnellement, j'ai déjà été sur un jeu de rôle où je jouais le membre en fait d'une nation qui s'était fait entièrement décimer par une autre nation. Et en fait, il y a des gens de cette autre nation qui ont pris possession de nos terres. Mais on a réussi à reprendre le contrôle de nos terres. Et en fait, comme eux, ils s'étaient installés, il y avait la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les renvoie chez eux? Est-ce qu'on les laisse vivre avec nous, etc. Mais parce qu'en fait, c'était des gens qui avaient fui le combat chez eux, quoi. Donc c'était énormément de discussions sur leur peuple nous ont massacrés, mais bon, eux, c'est pas eux qui nous ont massacrés, mais ils font quand même partie des gens qui nous ont massacrés. Mais c'est quand même chez nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a trouvé un compromis en disant, vous pouvez vivre chez nous, mais en fait, vous respectez nos lois à nous. Et donc, voilà, on a réussi à mettre en place comme ça un truc très rapidement sur, sur des trucs du même genre. C'est cool. Écoute, je te propose de continuer. Hop. Alors là, tu parlais beaucoup de campagne. Mais est-ce que justement, est-ce que il y a des scénarios d'initiation, il y a une campagne, c'est quoi un petit peu les synopsis justement de ces scénarios? Alors, dans le livre de base, attends, bouge pas. Ouais, parce que j'ai pris du matériel derrière, je ne l'ai même pas montré, tu vois, j'avais tout prévu au cas où, et comme un gros lait, j'ai complètement oublié. Alors, dans le livre de base, on a deux scénarios. Un scénario qui est vraiment basé sur l'initiation, donc ça montre un peu l'univers, ça fait un peu voyager dans l'univers, et les personnages sont invités à une vente aux enchères où un artefact très ancien a refait surface, et il serait pas bon que cet artefact tombe entre de mauvaises mains. Voilà. Ça, c'est le synopsis du premier scénario. Le deuxième scénario, par contre, il me tenait vraiment, vraiment fort à cœur. Et les joueurs doivent enquêter sur la disparition de 5 enfants. Et je n'en dirai pas plus, parce que ce scénario-là, l'idée, le fond est super intéressant. Et j'avais vraiment envie de le faire. Et c'est un scénario que je fais souvent en convention. Et j'adore voir la tête des joueurs qui font ah le moment où il y a une révélation qui tombe et que il y a tout qui se brise d'un coup et qui doivent réagir. Et ça, c'est le genre de scénario que j'aime beaucoup. Et ensuite, on a sorti la campagne. Et la campagne, je ne l'ai pas là, elle est en bas. J'ai complètement oublié, j'ai foiré, mais c'est pas grave. Il y a une campagne qui est déjà sortie, qui est sortie début d'année dernière. Et là, par contre, on commence avec des humains tout ce qu'il y a de plus normaux, et ils vont découvrir ce qui se cache dans la ville. Ils vont passer de l'autre côté du miroir, et donc on va avoir cette notion un peu de remise en question de la réalité, de la gestion un peu de la folie avec, oui, quoi qu'il se passe, il y a tout ce en quoi on croit qui se brise d'un coup, il faut reconstruire ça. Et les personnages sont accompagnés justement par le Night Stalker durant leur aventure. Et en plus de ça, à la fin de la campagne, les personnages sont au même niveau que les pré-tirés du livre de base. Et on a fait ça exprès vraiment pour que les joueurs puissent continuer avec leurs personnages de la campagne, tout simplement. Et ici, on est en train de travailler sur une autre campagne et bientôt sur un recueil de scénarios, parce qu'on a déjà plein de scénarios. On en a un aussi qui est disponible en ligne sur le site internet www.circati.com et vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est un petit scénario, pas très long, mais voilà, on l'a mis comme ça pour faire plaisir. Alors, au niveau de ce que j'entends, juste par rapport au scénario,
J'ai envie de dire, est-ce que, il y a aussi une inspiration, Hellblazer, Batman dans tout ça, Je crois que forcément, il y aura toujours des parallèles qu'on pourra faire parce que c'est quelque chose que j'aime, comme l'air de rien, Supernatural aussi, parce que cette série a influencé beaucoup mon imaginaire de la saison 1 à la saison 5, je tiens à le dire. Le reste n'existe pas pour moi. Euh, Pas de débat dans les commentaires, c'est comme ça, pas autrement. Et il y a rien à faire. Et surtout, oui, je reviens là-dessus, il y a beaucoup de ce qui vient de mon influence des années 80-90 par le cinéma. J'ai commencé à manger des images dans ces années-là et ça m'a suivi. Et il y a rien à faire, je suis influencé par tout ça. Le, les méchants, à la base, certains méchants, je les ai écrits un peu comme des personnages de comics, en faisant des rencontres à répétition, ce genre de choses-là. Mais je pense qu'il n'y a rien à faire. On est toujours euh, influencé, ou du moins on a toujours cette marque par rapport au père. Par exemple, il y a rien à faire, mais il y a beaucoup de choses qui s'inspirent de Tolkien. On a du mal à un peu s'en décrocher pour certaines choses. Il y a certains canons que malheureusement on ne sait plus sortir, ou si on en sort, c'est un peu complexe pour rattraper l'imaginaire dessus, parce qu'on a tellement des images qui sont ancrées dans notre esprit, et surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a comme accessibilité aux films, aux séries, à tout ça, il y a quand même un imaginaire collectif qui se met en place, et c'est difficile de sortir de tout ça. C'est pour ça que dans le livre de base, et là je reviens, tu as vu, je rebondis, hein, je tourne en rond sur les choses pour mieux les aborder. Dans le livre de base, je reprends beaucoup de choses, même dans l'univers, qui sont bibliques, mais qu'on a réadapté à notre sauce. Par exemple, la boîte de Pandore, on a repris le mythe de la boîte de Pandore, sauf que Pandore, c'est la fille de Lucifer, dans laquelle il a enfermé les démons primordiaux. C'était vraiment pour faire des parallèles à tout ça et réinventer tous ces mythes-là d'une certaine manière, se les approprier pour en faire quelque chose de nouveau, tout simplement. Parce que quand on parle ange-démon, c'est très souvent manichéen, c'est très souvent le bien contre le mal. Là, on est plutôt dans la survie. On est plutôt dans la zone où bah, le bien absolu n'existe pas vraiment, et le mal absolu, bah, c'est un peu compliqué aussi. Et tout est teinté de gris. C'est vraiment une question de quand l'enfer et le paradis se frappent dessus, le front, ça reste la terre, et peu importe les choix qu'on doit faire, c'est les choix qui nous permettent de survivre à ce moment-là ou de sauver des gens. Et voilà, c'est vraiment basé là-dessus. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui. Vous répondez toujours, bien aux questions, hein. Alors, ben, vu qu'on parle justement de scénarios, de campagne, est-ce que, pour des personnes qui aimeraient bien, masteriser, le JDR, tu aurais des conseils justement pour prendre en main le jeu? Alors, alors là, je vais confier un truc. Il y a plein d'outils pour le MJ qu'on a mis en disponibilité sur YouTube. On a mis de la musique. Déjà, il y a pour le livre de base et pour la campagne. Le livre de base, il y a un CD avec de la musique qui accompagne, qui est juste là, si je dis pas de bêtises. Ah. Regarde-moi ça comme c'est beau. Il y a un CD qui accompagne, donc c'est 10 titres et qui correspondent à vraiment des phases de jeu. Pour la campagne, j'ai fait pareil, mais c'est d'autres titres, histoire d'avoir quelque chose de différent et d'avoir quelque chose qui permette aussi d'avancer. Moi, au niveau création musicale et pour accompagner vraiment tout ça. On a mis en plus sur la chaîne YouTube des petites capsules vidéo très courtes de 3-4 minutes pour parler d'un sujet. Si jamais il y a vraiment un sujet qui doit être approfondi, bah voilà, il y a ces petites capsules vidéo-là. Dans le livre de base, si je peux conseiller au MJ, on a mis des rumeurs pour chaque endroit. Et ça, si vous avez envie de créer des scénarios, donc chaque endroit de la ville, il y a une rumeur qui l'accompagne, qui peut être un petit début de synopsis pour écrire un scénario. Et ça donne vraiment... il y a plein de... Comment dire? Il y a plein de pistes un petit peu partout. Et c'est à vous à le prendre en main. Et je pense que
le principal conseil, c'est vraiment se baser sur la narration, vraiment faire vivre une aventure avec des rebondissements et pas chercher à mettre des gros boss Mmh. de 6 pieds de long. Le stress vient déjà simplement du fait de prendre ou pas une bonne décision. Et c'est ça que je trouve très intéressant justement dans ce jeu-là et qui permet de le faire. Alors tu avais la page, YouTube aussi, qui peut être partagée. Je sais pas si tu veux l'afficher à l'écran? Oui, 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 oui. Attends, hop. Oh, magnifique. Voilà, vous avez Natural City Channel, les amis. Natural City en référence à la ville, bien sûr, dans laquelle ça se passe. Et donc, sur la page d'accueil, je vais couper ça. Voilà. Sur la page d'accueil, vous avez l'univers du Night Stalker où c'est des petites capsules vidéo donc, qui parlent à chaque fois d'un élément. On a de l'actual play dessus. On a justement la bande originale qui accompagne le jeu, donc la playlist est là, et vous avez évidemment à chaque fois par rapport au nom des groupes, si c'est Ezaliel, c'est de la musique beaucoup plus ambiante, Niak c'est de la rétro wave, donc c'est vraiment musclé, c'est pour les moments d'action, comme il est marqué, c'est opposition. On a de l'ambiance sonore, donc là c'est vraiment que du sound design. Donc la ville sous la pluie ou dans les égouts, donc c'est des pistes qui ne servent juste qu'à illustrer de façon sonore les séquences de jeu. Et après on a les groupes en dessous, donc on a The Night Stalker avec de la musique qui vient de ce groupe-là, Ezaliel de la musique qui vient de ce groupe-là, Serkati de la musique qui vient de ce groupe-là, les versions en confinement et puis les vidéos live et d'autres. Il y a plein d'autres vidéos, il y a des courts-métrages sur l'univers. Et je me permets de faire la petite pub aussi en passant. On a un deuxième long métrage qui est en tournée en festival et on a gagné 21 récompenses là-dessus. Et pour un film inspiré d'un univers de JDR, je trouve que c'est cool. Alors, est-ce que tu avais peut-être une vidéo à nous montrer ou pas? Et oui, évidemment. Alors là, je vais vous mettre. Je vais vous mettre le trailer du film. Vous êtes prêts, les amis? Et voilà. J'étais en train de me poser juste une question, je me rends compte, est-ce qu'à tout Dis-moi. hasard tu serais belge? Évidemment. Et donc je me posais la question, il y a aussi un effet, c'était quoi le film? Ça s'est passé près de chez vous? Heu, le premier film qu'on a fait, donc cela, le tout premier long métrage qu'on a fait, c'est en found footage à Là, c'est arrivé près de chez vous ou Projet Ouais, Blair Witch. On est vraiment dans cette ambiance-là. ouais, ouais. Là, par contre, le deuxième, on est dans du mockumentary. C'est vraiment un enquêteur indépendant qui décide d'enquêter sur l'existence ou non du Night Stalker dans la ville. Et c'est beaucoup de témoignages, c'est beaucoup de caméras de surveillance qui ont été, enfin, qui ont filmé l'apparition du Night Stalker. Et d'ailleurs, il y a un chouette passage où j'ai un ami qui m'a filmé du 19e étage d'une tour en plein milieu de Liège, pendant qu'un autre me filmait de la passerelle. Et ils ont arrêté au bon moment parce qu'il y avait les flics qui me couraient derrière. Et c'est vraiment, enfin, c'était vraiment chouette. Le deuxième film, on s'est vraiment amusé. Le premier aussi, hein, mais on a un meilleur souvenir du deuxième parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intervenus dans le film. Et il y a vraiment ce côté équipe
vraiment, enfin, tout le monde veut faire de son mieux et on le sent vraiment. Et c'est pour ça que enfin, ça rend quand même bien à l'image. Et c'est chouette de voir aussi le personnage qui prend vie autrement. Par rapport aux médias, la musique, on n'est qu'auditeur. Le cinéma, on n'est que spectateur. Le lecteur, bah voilà, pour la littérature, on n'est que lecteur. Et par contre, le jeu de rôle, on est acteur. On vit le truc. Et le fait d'aller sur plusieurs, plusieurs médias comme ça, c'est vraiment pour donner une immersion aux gens. On a le mockumentary, on l'a fait pour, enfin, on a choisi ce mode-là, enfin, ce style de film-là, parce que on rétrécit la frontière entre la fiction et la réalité. C'était vraiment ça le but. Et d'ailleurs, pour le premier film, on a fait un scénario de jeu de rôle qui s'inspire du premier film, avec des liens qui amènent sur des vidéos prises à l'arrache pour faire un peu genre preuve pris comme ça sur le fait. Et j'avais vraiment envie comment dire, de se demander s'il pourrait exister ou pas. Et d'ailleurs, il y a un gars qui m'a fait rire. Il a vu le film, il a adoré et il s'est baladé déguisé comme le personnage du Night Stalker en plein milieu de Prague. Et ils m'ont envoyé des photos, ça m'a fait super rire parce que bah voilà, c'est vraiment chouette de se dire bah voilà le personnage s'en va aussi ailleurs et avec le jeu de rôle, c'est vraiment donner la possibilité de jouer dans cet univers-là, d'être plus que simple spectateur passif quoi. Super. Bah écoute, là on a parlé DMJ, mais est-ce que justement tu as aussi des conseils à donner pour des gens qui aimeraient bien découvrir le jeu de rôle en tant que joueur? Comment est-ce que tu inciterais des gens à se lancer? Alors, je dirais simplement, soit vous venez en convention, et j'en fais pas mal en Belgique, donc, et en France, j'en fais quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à venir, je ne mords pas. Je fais peut-être un petit peu peur de prime abord, mais je ne mords pas. Et sinon, il y a sur le Discord, on fait des parties en ligne. Je pense qu'il faut pas hésiter. J'avais fait une convention, c'était le symposium des lectures maudites, si je dis pas de bêtises, du côté de Charleville-Mézières, et je me suis retrouvé à table avec quelqu'un qui ne connaissait rien du tout au jeu de rôle. Et l'avantage du système FU, donc le système qu'on a utilisé pour le jeu, c'est que en quelques lancers de dés, la mécanique est tout de suite comprise, enfin tout de suite assimilée, et les joueurs ont vraiment facile à se mettre dedans parce que les calculs de ratio ne leur font pas peur. Il n'y a pas cette appréhension, comment dire, ce frein pour certains, malheureusement, oui, il faut le dire, pour certains, bah, c'est comme pour les jeux de société, quand on a un bottin en guise de règles de jeu, bah, évidemment, ça va refroidir certaines personnes. Et là, je pense que ça peut être vraiment un jeu qui se prête bien pour commencer, justement. Hmm. Bah c'est cool. Est-ce qu'à tout hasard tu te déplaces aussi dans d'autres événements en France? On a des chances de te voir quelque part? Ben, je suis souvent au Val-Joli Imaginaire, que je fais chaque année depuis 3 ans, qui est du côté de Eppe Sauvage. On fait le Dormantastique en Champagne-Ardenne. Et ici, je crois que c'est tout pour le moment. Sinon, on fait Troll et Légendes, mais bon, ça c'est du côté belge. Et voilà tout simplement. Je ne suis pas véhiculé, ça pose problème. Hmm. Et surtout, j'ai malheureusement des animaux à la maison, il faut que je m'en occupe. Je ne peux pas partir trop longtemps, surtout que j'ai un magnifique petit canard. Dommage. Mais euh, euh, oui, Tu- on aura. Oui, je peux comprendre effectivement ce petit problème. Bah écoute, il va être 20h45, donc ça veut dire que ça fait quasiment 45 minutes qu'on est déjà en live. Est-ce que tu as vu le temps passer? Absolument pas, absolument pas. Mais je parle beaucoup, c'est pour ça, du coup, je ne me... Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais bien insister, ce genre de choses-là. Le problème, c'est toujours l'univers est super dense et j'invite tout le monde à aller un petit peu le découvrir par soi-même, que ce soit par la page Facebook, que ce soit par la chaîne YouTube, que ce soit par
sur le Discord aussi, où je poste quand même pas mal de nouveautés à chaque fois, histoire d'approfondir cet univers-là. Ici, on travaille en parallèle sur un autre jeu de rôle qui va accompagner cet univers. On travaille également sur le prochain roman qui va sortir. Donc, juste pour le montrer, bah, voilà, c'est le premier roman. Comme je te disais, la référence à The Crow, voilà, ça se voit, quoi, hein. Grand hommage. Et musicalement, il y a beaucoup d'actualités aussi qui suivent. J'aime vraiment beaucoup cette idée de faire moi-même la BO du jeu pour accompagner les parties, parce que ça donne un peu quelque chose en plus, et c'est pas une chanson qui est repiquée à gauche et à droite, c'est pas une playlist qui a été trouvée sur Internet, c'est vraiment une démarche complète d'aller jusqu'au boutisme. Enfin, tu vois, Mhm. enfin, j'espère. Oui, oui, bah justement, dans la conception de ce JDR, ce qui est intéressant, c'est on voit que il y a des romans qui ont été faits, il y a le JDR, il y a de la musique.